dans cette nouvelle capsule vidéo de géographie consacrée aux territoires en marge de la mondialisation. On a déjà vu en classe les espaces les plus attractifs, le rôle de la triade élargie, des pays développés, des pays émergents. On a travaillé sur le rôle capital des métropoles mondiales comme centre d'impulsion de la mondialisation, et sur celui des façades maritimes mondiales comme porte d'entrée et de sortie principale des flux de marchandises. Mais à toutes les échelles, on a des territoires et des individus qui restent en marge de la mondialisation. À l'échelle mondiale, on repère tout de suite qu'un continent est délaissé par les échanges mondiaux. En particulier si on regarde ici cette carte des IDE. Ce continent, c'est l'Afrique. Et surtout l'Afrique subsaharienne, qui est l'espace qui concentre le plus de PMA et finalement de pauvreté dans le monde. Ce n'est donc pas une surprise que la région soit à l'écart des grands flux mondiaux. Ces États moins développés sont un frein pour les FTN, qui cherchent à investir dans des territoires sécurisés et dynamiques. En favorisant les façades maritimes et les grandes métropoles, la mondialisation organise les territoires en archipels. Ainsi, le plus souvent, seuls des territoires très restreints de pays entiers sont réellement intégrés à la mondialisation. On peut penser à la façade est de l'Australie, à la Chine côtière, etc., etc. On a aussi le cas des zones grises, ces territoires non contrôlés par le pouvoir central d'un État qui sont aussi à l'écart de la mondialisation officielle. Ce sont des territoires en guerre, dominés par des groupes armés, des terroristes, des mafias ou encore des trafiquants de drogue, voire sous le contrôle de groupes séparatistes. Du coup, si on s'intéresse aux flux illégaux, ces espaces, le Sahel, la Centrafrique, le Moyen-Orient, au Karabakh, etc., sont présents et très actifs dans la mondialisation parallèle. Toujours à l'échelle mondiale, on a le cas des territoires occupés par des populations indigènes. L'Amazonie, les archipels pacifiques, la haute montagne himalayenne ou andine, qui sont toujours à l'écart de la mondialisation. Il y a une bonne raison à ça. S'ils commencent à être désenclavés par le développement d'une certaine forme de tourisme, ils pratiquent l'agriculture vivrière qui est consommée sur place, c'est-à-dire hors des circuits mondialisés par définition, et en plus de ça, le plus souvent, ils tentent aujourd'hui de préserver leur mode de vie en restant à l'écart de la mondialisation. Enfin, à ne pas oublier, on a tous les espaces de faible densité, évidemment, c'est tellement évident que personne n'y pense, les déserts qui sont évidemment en marge de la mondialisation. Donc pour qu'un territoire soit mondialisé, il faut qu'il soit habité, bien évidemment. Et dans les métropoles mondiales des pays émergents, une part importante de la population est laissée à l'écart de la mondialisation, et cela se traduit spatialement. On trouve ainsi quantité de bidonvilles, comme à Mumbai, où 60% des habitants vivent dans les slums, ou encore ici, en Amérique latine. Enfin, les pays développés ne sont jamais complètement intégrés à la mondialisation non plus. Aux États-Unis, on trouve des villes rétrécissantes, les shrinking cities, comme Détroit. Un tiers de la ville est en friche et elle a perdu 60% de ses habitants depuis 1950. Enfin, pour terminer, on trouve également de nombreux groupes sociaux oubliés de la mondialisation dans le milieu urbain, que ce soit dans les villes du Nord et les villes du Sud. On pense en particulier aux SDF et aux clandestins qui restent très largement à l'écart des systèmes productifs mondiaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis à très bientôt en classe.